Bien, nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous Anne Delbé qui, dans la continuité du propos d'Éric Ruff, a mis en scène, interprété Racine, écrit sur Racine. Je dirais que le théâtre racinien est pour vous une passion de longue durée. Très longue. Voilà, et nous sommes ici pour vous écouter sur le son de Jean Racine, dont il a déjà été question. Et sans plus tarder, je vous donne la parole. C'est difficile. À chaque fois, je suis bouleversée pour parler de Racine. Et il y a toujours des vers que je pense que jusqu'à ma mort me resteront incompréhensibles. C'est bon, là? Oui. Est-ce que le son est bon? Il faut se croire aimé pour se croire infidèle. Donc en faisant cette conférence, ce qui n'est pas une conférence, est-ce qu'on est aimé de Racine? Donc est-ce qu'on va être fidèle? Je ne sais pas. Ou infidèle. Je suis très très touchée d'être ici aussi parce que, un peu pour me détendre, je vais vous raconter quand même une anecdote ici qui s'est passée il y a plus de 60 ans. J'avais monté La Reine Morte au lycée Claude Monet, qui était qu'un lycée de filles, parce que nous sommes dans la salle Patrice Chéreau. Et il y avait un cours officiel, et le professeur de ce cours officiel m'avait rejeté en disant que je n'avais rien pour le théâtre. Donc moi, ça m'avait blessée, naturellement, mais j'ai pas cédé. Et donc j'ai fait, avec toute mon école, avec toute la classe du lycée Claude Monet, qui était qu'une classe de filles, j'ai monté La Reine Morte de Monterland. Et là, de nouveau, on m'a interdit de jouer au théâtre lycée Claude Monet, puisque je ne faisais pas partie du côté officiel. Et heureusement, celle qui jouait La Reine Morte, ma camarade de classe, le père s'appelait Monsieur Allard. Je sais que les étudiants en grec continuent à étudier sur sa grammaire. Et M. Allard était inspecteur et il a trouvé pas bien quand même qu'on nous empêche de jouer. Et donc il est intervenu pour que je vienne au lycée Louis-le-Grand, jouer ici, enfin je ne sais pas si c'est la même salle, jouer ici La Reine Morte. Plus c'était en costume, je jouais Ferrante, puisque c'était qu'un lycée de filles, donc je jouais le vieux roi Ferrante. Et je suis arrivée avec tout mon matériel, et il y avait 3 garçons un peu goguenards qui m'attendaient, un peu énervés, je pense, de ces filles qui arrivaient là, dans ce lycée de garçons, et en plus pour jouer au théâtre, à leur théâtre. Ils s'appelaient Patrice Chéreau, Jean-Pierre Vincent, Jean-Pierre Moulat. Et je suis entrée, j'ai déposé mon matériel, j'avais quelques projecteurs, et tout de suite, Patrice Chéreau m'a aidé tout de suite. Et le lendemain, j'étais dans les coulisses en train de me préparer, et il est arrivé, et j'avais loué chez le meilleur perruquier une barbe, parce que je jouais le vieux Ferrante et j'avais 14 ans, alors évidemment c'était compliqué. Et il est arrivé, il m'a dit... tu vas pas jouer avec ce machin, puis ça va se décoller. Attends, je vais te faire une barbe. Et il a pris un tournevis, il a mis de la gouache blanche et noire, et il m'a dessiné sur le visage une barbe. Et à chaque fois que je croisais Patrice, je disais, il y a une barbe entre nous. Voilà, je voulais quand même évoquer Patrice, qui était comme ça, des rencontres tout au long d'une vie, et qui m'a toujours... bouleversé et qui aura été mon premier assistant. Est-ce que je peux dire ça? Non, qui m'a sauvé la mise, surtout, du vieillard. Voilà. J'étais obligée de vous raconter ça, parce qu'étant ici, c'est forcément, c'était nécessaire. Je suis, oui, très émue de parler de Racine, parce que ça fait vraiment, curieusement, la première... pièce que j'ai voulu monter au lycée avant La Reine Morte, donc à 13 ans, c'est Britannicus. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors que c'est peut-être la pièce que
que je ne préfère pas de Racine du tout, mais voilà, à 13 ans, première pièce que je veux monter, Britannicus, et je joue Néron, puisque je vous rappelle que nous étions dans un lycée de filles. Et très curieusement, on ne l'avait pas étudié. Alors qu'est-ce qui m'a happé dans ce Britannicus? Je n'en sais rien. Encore aujourd'hui, je me demande ce qui m'a happé. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis si passionnée de Racine? Alors, je suis désolée, hein, c'est un peu décousu souvent ce que je dis, parce que voilà, je suis habitée de plein de choses de Racine. Mais pourquoi je suis si passionnée de Racine? À cause de ma première rencontre au théâtre, je pense, à cause d'un des plus grands tragédiens du XXe siècle, qui s'appelait Alain Cuny. J'ai été pour la première fois au théâtre, donc à 13 ans. J'avais jamais été au théâtre, et mes parents étant amis de Jean-Louis Barrault m'ont emmené, heureusement, voir ce Tête d'or, dont on disait que c'était incompréhensible, etc. Et grâce aussi à mon frère, qui a insisté pour qu'on emmène la petite fille. Permettez-moi de rendre hommage aussi à mon frère, qui est là, qui est François Regnault. Donc on a des liens raciniens, si je puis dire, hein, vous comprendrez, et qui m'a initié au théâtre, voilà. Et je suis entrée à l'Odéon, et immédiatement, j'étais happée, mais happée par le théâtre. Avec cet Alain Cuny, ce Tête d'or, qui projetait de sa voix les voyelles, les consonnes, qui a marqué définitivement ma vie sur la façon de dire. C'est-à-dire que les mots devenaient des étoiles étincelantes. Et curieusement, je pense que si j'avais lu la pièce avant, j'aurais rien compris. Alors que là, mais verset après verset, on sait qu'on ne doit pas dire ça de Claudel. Est-ce qu'on dit des versets, Claudel? Bon, disons ligne après ligne, mot après mot, atome après atome de syllabes, j'ai tout compris. J'ai tout compris. C'est comme si les mots pénétraient en moi. Et ce qu'a dit, c'est très difficile de passer après Ruff, parce que je trouve qu'il a tout dit. C'est-à-dire que les mots raciniens vous pénètrent. Ça ne passe pas par l'intelligence. Si on passe par l'intelligence, on est en retard, ou on avance sur ce qu'il va dire. C'est très curieux. C'est une langue qui vous colle à la peau, quoi, comme les filles de mauvaise vie disaient avant, j'étais dans la peau. Moi, j'ai dans la peau Racine. Voilà, je voulais vous dire ça. Alors, c'est étrange, parce que cette soirée de Tête d'or, après, on m'a projeté dans la loge d'Alain Cuny. Donc, il faut vous imaginer quand même Alain Cuny. Claudel disait que c'est une cathédrale vivante. Alain Cuny, c'est un colossal. Vous pouvez le voir dans Les Visiteurs du soir, vous pouvez le voir dans... C'était un être colossal, avec une voix que certains détestaient, parce qu'on trouvait qu'il feulait, qu'il éructait, qu'il hurlait, ce qui n'était pas vrai, il murmurait par moments, enfin... et on me projette devant ce Tête d'or, mon frère était là. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre la petite fille de 13 ans et ce monstre. Et il m'a tendu son numéro de téléphone pour me dire, avec cette voix que je ne voudrais pas imiter, venez me voir quand vous voudrez. Venez me voir. Et j'ai été, heureusement mes parents m'ont laissé, j'ai été tous les samedis à 8h du matin, passer presque une matinée entière face à ce bonhomme moyenâgeux, cathédrale vivante, qui n'a cessé de me parler de quoi? De Claudel, de Racine, de la tragédie. Je suis le dernier tragédien, il n'y en aura plus. Et j'ai été éblouie. Donc, je voulais vous parler de ça parce que j'ai été formée par Alain Cuny, en fait. Après, j'ai monté que du Claudel, curieusement. Je n'ai pas oublié Racine, mais sauf mon entrée au conservatoire où le professeur disant que j'étais laide, mais quand même qu'il fallait que je tente quelque chose avec cette voix tragédienne. Mais alors, ça m'a fait rire l'histoire d'Éric tout à l'heure. Moi, j'avais un nez trop grand. J'avais pas un petit nez retroussé, j'avais un nez trop grand. Et il m'avait confié Euryphile.
ce professeur. Et il m'a dit, tu verras, si on sonne, tout de suite, c'est que tu es tellement laide que tu ne peux pas pénétrer sur scène. Donc j'ai dit les 2 premiers vers des Refill. Immédiatement, ça a sonné, et donc c'était fini. Voilà. Donc c'était l'autre rapport avec Racine. Mais, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé, j'en parlerai un tout petit peu plus tard, c'est qu'Antoine Vitesse devait monter Bérénice à Avignon en 83, et il m'a téléphoné, il ne voulait pas le faire, ou il ne pouvait pas le faire, je ne sais pas, puisque j'étais une élève et une assistante d'Antoine très longtemps. Et j'avais déjà mis en scène Les Brigands, L'échange au théâtre de la ville. Et il m'a dit, écoute, je t'ai proposé. Et Racine est revenu comme ça. Et tout d'un coup, je n'ai pas voulu que ce soit la Bérénice d'Anne Delbé, mais je voulais qu'on parle de l'œuvre de Racine. Et j'ai fait quelque chose de complètement stupide, d'insensé. Je me suis dit, oh là là, non, on va encore juger la mise en scène. Comment... Non, je vais monter Andromaque, Bérénice et Phèdre, comme ça on parlera vraiment de Racine. Et puis je vais le monter avec 2 distributions différentes, des stars et la jeunesse. Comme ça va être une vraie réflexion. Sauf que naturellement, je n'avais pas calculé que j'allais faire 6 mises en scène. J'ai failli en mourir. Mais Racine m'a définitivement mis à genoux à ses pieds. Comme dit Andromaque, Andromaque n'aurait jamais sans vous embrassé ses genoux. Donc voilà, c'est toute cette première rencontre folle, colossale avec ces 6 mises en scène et ces 3 pièces qui m'ont fait vraiment entrer dans comment dire, dans le monde racinien. Voilà. Je voulais aussi vous dire que j'ai appelé ça le son. J'ai failli vous faire entendre Alain Cuny et puis je me suis dit non, après j'aurais même pas pu, on ne peut plus parler, quoi. On l'entend. Non. Le son, parce que ce premier son de ce tragédien qui donnait aux mots toute leur vibration, toute leur émotion, toute leur folie, m'a amené donc à une diction, sans le savoir, toujours liée à sa voix, à lui. Et d'ailleurs, quand il a joué Thésée, que Villard ne voulait plus jouer parce que Villard trouvait que c'était un rôle idiot, il ne comprenait pas, il a été... tous les critiques l'ont salué, sauf ceux qui détestaient Cuny, mais il y a toujours eu des gens qui ont détesté Cuny. On parlait du rire tout à l'heure, moi je me souviens Tête d'Or, il y a des gens qui éclataient de rire parce que c'était trop grand, c'était trop immense. Et le son de Racine, mais je parlerai d'un autre son de Racine, c'est qu'à chaque fois, et ma fille tout à l'heure m'a dit encore, tu vas pas pleurer maman, et je lui ai dit, Racine, c'est le don des larmes, tu sais, les larmes vous montent comme un sanglot à la gorge par moment quand on joue du Racine. Il faut faire très attention. On s'y attend pas et tout d'un coup, ça vous prend. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous, que le jour recommence et que le jour finisse. Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. C'est déchirant la séparation. C'est ce que disait, je trouve, Éric, c'est d'aujourd'hui, c'est des textes d'aujourd'hui. Pourquoi ça nous atteint? C'est pas parce que c'est écrit en alexandrin, sauf que j'y viendrai. Il faut absolument respecter cette forme sublime qui justement nous permet de jouer. Mais c'est tellement simple. Ce que j'ai dit toujours, vous auriez pu l'écrire. J'aimais, Seigneur, j'aimais, je voulais être aimé. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Et ce qui me froisse quelque part, c'est quand on oublie ce sanglot et qu'on fait de Bérénice et Titus une scène de ménage. Ou un... comment dire? Ah là là, eh bien, Régnier cruel.
c'est tout le contraire. Mais allez-y. Mais je vous ai aimé pour ça aussi. Et ce j'aimais, Seigneur, j'aimais, je voulais être aimé, c'est pas je voulais être aimé, hein, bah, c'est raté les enfants. Non. C'est ma vie, je voulais qu'une chose. Je voulais être aimé. J'ai été aimé, alors je peux mourir. C'est ça, vous comprenez, quand je parle du sanglot de Racine, des larmes de Racine. C'est ce son aussi par moments qui vous arrive. Alors comment le rejoindre? Comment est-ce qu'on va le retrouver ce matin, après 4 siècles de séparation? C'est pas une mère, mais je vais essayer quand même de vous faire toucher le visage de Racine, parce que pour moi c'est très important. Je sais que ce n'est pas à la mode, que c'est décrié, enfin ça fait longtemps qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre. Je ne peux pas, je vous le dis. Donc je ne sépare pas l'homme de l'œuvre. Lorsque Antoine Vitesse m'a proposé donc non pas de le remplacer, mais de monter cette Bérénice, et où j'ai monté les 3 pièces, j'ai relu le texte de Paul Claudel, puisque Claudel était mon génie, si je puis dire, mon mauvais génie ou mon pur génie, je ne sais pas. Et j'ai relu ce qu'il écrivait sur Racine. Et je suis tombée sur cette fin où il écrit et où il compare, il évoque sa sœur. Bon, vous savez que j'ai ressuscité Camille Claudel d'une certaine façon, à cause de Paul Claudel, parce qu'il me parlait tellement de sa sœur. Non pas que j'ai connu Paul Claudel, mais j'ai connu les textes de Paul Claudel sur sa sœur, et ce qu'il écrit à la fin de ce immense texte sur Racine, où il dit que la tragédie n'est pas finie tant qu'il n'y a pas un drame surhumain qui vient le finir. Et il écrit: mais ce qui rend le drame poignant, il parle de Phèdre, c'est celui de Racine, et la question qu'il pose à la conscience de tout inspiré, victime à la fois et complice d'une puissance inconnue, ambivalente et suspendue. À l'origine même de la tragédie, sur le seuil même de cette porte redoutable, d'où tant de chefs-d'œuvre allaient sortir, le vieil Échille dresse la figure grandiose de la prophétesse troyenne accusatrice de cet Apollon qui l'a séduite. Que de fois n'ai-je pas pensé à ces vers effrayants, en regardant l'image de ma pauvre sœur Camille, décédée après 30 ans de captivité, associée à celle de bien d'autres douloureux, Pau, Baudelaire, Nerval et combien encore. Phèdre de même. C'est en vain qu'elle demandera à rien d'humain, dans un corps à corps impuissant, la guérison de la plaie originelle. Aux dernières lignes de la tragédie se tourne vers nous un visage que pétrifie la même horreur qui tout à l'heure pâlissait le visage de Cassandre, celui de la Gorgone, que ma sœur, à la fin de sa vie, consciente aussi, a vu se réfléchir dans le bouclier de Persée. C'est le dénouement de Phèdre. Vous connaissez ces vers effrayants que je ne puis lire sans un frisson, où du fond de l'enfer, la créature élève un appel désespéré à ce Père duquel elle est descendue. Il était juste, il était naturel qu'après les avoir tracés, la plume se rompit comme d'elle-même dans une main sublime. Eh bien, cette phrase, tout d'un coup, alors vous allez dire je suis folle, mais peu importe, c'est comme si, grâce à l'écriture, grâce à cette émotion de Claudel, à cette main sublime de Racine qu'il voit, j'ai senti tout d'un coup. C'est comme si les doigts de Racine se posaient autour de mon poignet et allaient m'emmener dans ce labyrinthe. Je n'en suis plus jamais sortie, 60 ans. Tout d'un coup, je touchais une partie du corps de Racine, parce que c'est important, je trouve que les mots de Racine parlent de son corps, de la voix de Racine.
quelle était la voix de Racine? Combien de fois je me suis dit, mais quelle était la voix de Racine? Bon, c'est facile, il suffit d'interpréter les vers et on commence à entendre ce qu'il vous murmure. Donc voilà, je voulais vous parler de ce texte de Claudel. Et ce qui est curieux, c'est que lorsque j'ai rencontré Alain Cuny, une adolescente est toujours jalouse de son grand amour, il avait au-dessus de sa table de maquillage un visage de femme et une photo moderne, d'une beauté, une femme d'une beauté. Et je rentrais, parce que j'ai vu Tête d'Or je ne sais combien de fois. Si j'avais pu y aller tous les soirs, j'y aurais été. Et je rentrais, je ne dormais pas quelquefois, tellement j'étais jalouse de ce visage de femme qu'il aimait. Et des années plus tard, quelqu'un m'a apporté une photo de la loge d'Alain Cuny de Tête d'Or, où il y avait la photo. C'était la photo de Camille Claudel. Si je vous dis ça, c'est pour vous parler des hasards. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, j'ai l'impression quand même que Racine est venu plusieurs fois me chercher, vraiment. Et c'est pour ça que je suis un peu émue de parler ici, parce que j'aurais jamais pensé que des universitaires m'inviteraient, parce que je suis très respectueuse. J'ai beaucoup travaillé comme metteur en scène, actrice, donc je sais des choses, mais si j'avais pas eu tous ces livres magnifiques écrits autour de Racine, que ce soit Jaginski, que ce soit Barthes, que ce soit Picard, que ce soit... qui ont apporté à chaque fois des pierres pour construire un peu plus mon rapport avec Racine. Alors, après avoir perçu ce toucher, vous m'interromprez si je suis trop longue, parce que sinon je vous emmène dans toute la nuit, moi. J'ai eu cette envie de le connaître mieux, et tout d'un coup j'ai compris que les 12 pièces, enfin petit à petit, parce que j'ai monté Mithridate, les plaideurs, Iphigénie, j'étais assistante, Phèdre, 8 fois, Andromaque, je ne sais combien de fois, 10 fois peut-être, Bérénice, j'ai joué Andromaque, j'ai joué Bérénice, j'ai joué Phèdre, les plaideurs, j'ai joué Pain-Bêche, il faut jouer Pain-Bêche, comme je disais toujours, Pain-Bêche, c'est Phèdre en enfer. C'est épouvantable cette Pain-Bêche. Je veux plaider, comme s'il se vengeait de tous les avocats de Port-Royal. C'était effrayant. Et j'ai compris, enfin, ce que je vais vous dire là aujourd'hui, je ne veux pas dire de vérité, je ne tiens pas une vérité, en plus je suis devant un très grand grammairien, je suis devant François Regnault qui a écrit Dire le vers, donc je ne vais pas vous dire il faut dire l'alexandrin comme ça. Non, je vais juste vous raconter des approches différentes que j'ai faites tout au long de ma vie pour essayer d'être aimée par Racine. Et j'ai eu l'impression que tout d'un coup, c'était une œuvre entière qui se construisait, qu'il n'y avait pas... Je parle Andromaque parce que, à mon sens, c'est quand même la première œuvre vraiment... Enfin, oui, on peut partir des Frères Ennemis, mais disons que je parle d'Andromaque jusqu'à Athalie. Et je me suis rendu compte que ce qui revenait, ce qui sonnait tout le temps, c'est l'innocence. Mon innocence commence enfin à me peser. L'innocence de l'enfant. Et j'étais bouleversée en entendant Éric dire « Pour jouer Pyrrhus, j'ai pensé à cet enfant ». Parce que c'est le noyau de cette pièce. On voit des Andromaques veuves, comme c'est éploré, qui ne veulent pas coucher avec Pyrrhus parce que être fidèle au mari qui est mort, alors que c'est l'enfant, cette innocence. Et donc, il faut penser aussi à ce dernier vers d'Athalie et rendre un vers magnifique à l'orphelin père. Donc j'ai commencé à dire, mais c'est qui cet enfant, Racine? Donc je suis partie à la recherche de l'enfant de Port-Royal, comme on a dit, l'enfant de Port-Royal, l'enfant Racine. J'étais à la Ferté-Milon, où il est né. Et j'avais besoin, c'est peut-être idiot, mais comme je vous ai dit, les textes de Racine, je les ai découverts par le théâtre, pas par la lecture, par la chair, par le corps. Et j'ai pensé à cet enfant, puis j'ai travaillé, là, grâce aux universitaires qui
ont apporté. On dit qu'on ne sait rien sur Racine, mais ce n'est pas vrai du tout. On sait un tas de choses. Et les mêmes qui disent ça, pas les universitaires, qui vous disent mais de toute façon on ne sait rien sur Racine, disent si on sait qu'il était un traître, désagréable, un courtisan. Donc ils savent, mais ils ne savent rien en fait. Et donc cet enfant est grâce à un très très grand historien, Jaginski, qui a écrit 1000 pages, qui est mort il y a longtemps, qui a écrit 1000 pages vers le vrai Racine, qui n'est pas un livre de prix à la partie, qui est un livre qui cherche à travers plein de voix les événements de l'époque, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, cet enfant qui perd sa mère à 2 ans, parce que sa mère meurt en accouchant, qui perd son père à 4 ans. Et je me suis dit, mais c'est curieux, parce que l'orphelin revient tout le temps dans ces pièces. Et qui va être... comment on va s'occuper de ce petit garçon? Alors peut-être, oui, ça vous fait sourire, moi ça me touche. J'ai besoin d'imaginer le petit garçon qui va nous donner Andromaque, qui va nous donner... Et ce petit garçon, qu'est-ce qu'on va en faire avec la petite fille? Parce qu'il y a 2 enfants qui restent. Et la belle-mère, il n'y a pas d'argent. Alors elle se tire. Donc les 2 enfants restent. Donc le grand-père maternel prend la petite fille et le grand-père Racine paternel prend le petit garçon. Sauf que quelques années après, le grand-père paternel meurt. Et Racine dira, alors on dira, c'est pas vrai. Moi, ce que je vous dis, c'est que je l'ai trouvé dans des livres, des citations, au détour de... Quelquefois, tout à l'heure, je vous parlerai de quelque chose. Il y a quelquefois quelque chose qui vous tombe dans les mains. On se dit, tiens, mais est-ce qu'il me fait signe ou pas? Racine disait, les Sconins, donc la famille maternelle, le grand-père Sconin était tellement désagréable et ne supportait pas le jeune Racine qu'aux fêtes de fin d'année où il réunissait toute la famille, quand même, fallait ce qu'il fallait, à Noël, c'est à peine si on daignait me regarder. Mais moi, c'est des réflexions qui me touchent sur la solitude de cet enfant, sur la solitude de Racine. Alors, comme on sait, comme vous le savez tous, après, sa grand-mère va l'emmener à Port-Royal. Alors là aussi, j'étais à Port-Royal. Et puis j'ai été reçue par un des jansénistes qui restait. Et puis du coup j'ai tout lu, enfin j'ai pas tout lu. J'ai lu sur Port-Royal, puis je me suis passionnée de cet enfant Port-Royal, et c'était ses maîtres. Et tout d'un coup Saint-Cyran, dont le but suprême c'est de préserver l'innocence de quoi? De l'enfant, comme Eliassin dans Athalie. Vous voyez, c'est un peu ces chemins que j'ai faits. Alors je ne veux pas vous embêter avec toute la... Mais après, je vous parlerai de la forme. Mais j'ai à chaque fois progressé comme ça, cherché. Et puis, Molière. Ah, il a trahi Molière. D'abord, l'Hôtel de Bourgogne, les tragédiens et la troupe de Molière n'arrêtaient pas de se voler les pièces. La veuve de Quinault, ça n'arrêtait pas. C'était de bonne guerre, ça n'arrêtait pas. Et curieusement, en plaisantant, est-ce que vous voudriez que Danny Boom joue votre Titus? Je n'ai rien contre Danny Boom, mais je pense que ce garçon de 25 ans, habité complètement par la poésie que lui avaient transmis les jansénistes, parce que c'est là où il a découvert le théâtre, et c'est là aussi on lui a dit que le théâtre était interdit, était une question de mort. D'ailleurs, je peux vous raconter une petite plaisanterie, c'est comme j'ai été élevée chez les Bonnes Sœurs, avant d'aller au lycée Claude Monet. J'étais toute petite, je me souviens, à 7 ans, elle m'a rendu un très grand service. Mais la directrice, enfin la bonne sœur, pas la mère abbesse, mais l'équivalent, m'a appelé un jour, j'avais 7 ans, à peu près, 8 ans peut-être, pour me dire, mademoiselle, vous avez fait 3 fautes d'orthographe dans votre texte. Oui, oui. Mais vous savez que c'est presque un péché. Et j'étais tellement atteinte, je lui dois beaucoup, que pour moi l'écriture était quelque chose
extrêmement dangereux. Et quand après, sur le théâtre, ce que les maîtres de Racine ont enseigné au jeune Racine, on lui interdisait en même temps en disant attention, votre âme va être en péril. Si bien que quand j'ai eu le bac, je voulais faire du théâtre, mais j'ai dit à mon frère que c'était pas moral quand même, qu'il fallait peut-être mieux que j'entre à Sèvres, que le théâtre. J'avais peur. J'ai toujours aussi peur du théâtre. Pour moi, c'est la terreur absolue. Voilà, je vous raconte ça pour... Et là, j'ai compris que ce Racine a osé braver en allant chez Molière une interdiction qui n'est pas une interdiction simplement des professeurs, qui est une interdiction de l'âme profonde, effrayante. Je vais chez les comédiens. Et cette espèce d'incroyable paradoxe, c'est ce que vivait Alain Cuny, curieusement. C'est ce dont il m'avait parlé. On déchaîne les démons et on n'a pas le droit. Et c'est comme ça qu'il faut dire les textes. Il faut arracher ces plaies. Bon, évidemment, pour l'enfant de 13 ans, voilà comment j'ai abordé Racine. Oui. Oh là là, il reste 5 minutes, mais moi j'en avais pas. Donc voilà, je voulais vous parler une dernière chose, peut-être sur la vie. Par exemple, j'ai joué Andromaque. Et c'est très curieux, ce qu'a dit Eric, c'est vrai, c'est que tout d'un coup, un jour, entre le 3 et le 4, j'étais là pour entrer, pour faire le 4 dans Andromaque, ma mise en scène, donc j'avais répété, je savais ce que c'était. Et tout d'un coup, je dis, allant sur son tombeau consulter mon époux, mais qu'est-ce que je viens de dire? Mais qu'est-ce que je viens de dire? C'est quoi le tombeau? Le tombeau, il est à Troyes, ou il n'existe pas? J'étais où? J'étais paniquée. J'ai dit, mais qu'est-ce que je disais là? Et puis, je me suis dit, et puis je vais rentrer, elle se suicide, elle annonce... Mais non, elle annonce pas son suicide, elle ne sait pas. Donc, tout d'un coup, j'étais projetée sur l'acte 4, sans plus savoir du tout. Je savais ce que je disais, mais c'est une autre mémoire. Mais sans avoir rien prévu, comme disait Eric, l'entrée ni rien. Et je me suis mis à écouter ses fils, et j'ai compris pourquoi elle décidait de mourir. Parce que, ça y est, on allait recommencer à élever cet enfant pour en faire un meurtrier, qu'on allait recommencer à faire triompher les Troyens. Et vous voyez, et c'est comme ça que peu à peu, je suis entrée dans Racine. Une dernière chose extrêmement terrible, j'aurais pas le temps de vous la raconter en détail, mais j'ai découvert une fascicule qui était complètement perdue sur la Duparc, vous savez, qui a la créatrice du rôle d'Andromaque, et qui a eu une fille avec Racine, que Racine a enlevée à Molière d'une certaine façon, et qui a été la créatrice, et c'est pour elle qu'il écrit Andromaque, et qui est morte dans ses bras un an après, en accouchant en couche comme la mère de Racine. Il est resté 3 jours et 3 nuits à la tenir dans ses bras et à interdire à tout le monde d'entrer. C'est ça aussi l'amour de Racine. Et j'ai découvert sur ce fascicule qu'il y avait eu un mariage de conscience entre eux. Et tout d'un coup, ces vers, parce qu'il y avait des notations de l'abbé qui avait été près de la Duparc en train de mourir, et quand il avait dit « Rede animam Deo », rendez cette âme à Dieu, Racine s'était écroulé en pleurs pour dire « Rede ma femme dominam », rendez-moi ma femme. Voilà, c'est des choses. Et du coup, quand j'entends Pyrrhus dire entraînés l'un par l'autre, nous allons malgré nous jurer un amour immortel, quelque part, je ne peux pas ne pas penser à ce mariage de conscience. On n'a pas besoin de savoir tout ça non plus pour le jouer. Voilà, je vous rassure. Alors pour finir, parce que sur le son, c'est que c'est peut-être aussi à cause de Cuny, je me suis rendu compte que les vers, les 12 alexandrins, alors pardon pour le grand grammairien qui est là, mais quand je dis toujours aux comédiens qui travaillent avec moi, oubliez, je vous en supplie, les points d'interrogation, les virgules, les points-virgules, parce que tout de suite, le comédien vous met une espèce de
d'intonation. Ah oui, il pose une question. Et donc je leur demande de tout enlever, de dire juste l'alexandrin. Et je m'appuie un peu sur la phrase de Claudel, « Les grands écrivains n'ont jamais été faits pour subir la loi de la grammaire, pardon Jean-Claude, mais pour composer la leur, et non pas seulement leur volonté, mais leur caprice. » Et à partir du moment où on se lance dans le vers, sans virgule, sans point, et qu'on le tient, parce que pour moi, oui, il y a les hémistiches, oui, il y a... Mais ce qui est absolument hallucinant, c'est cette espèce de flèche que lance Racine dans chaque vers, et qui n'ont pas la même longueur. Entre Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, je fais les muettes, vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissés, cette longueur magnifique, cette douceur, et Thésée à tes fureurs connaîtra tes bontés. Vous voyez, ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. Et les sonorités, Phèdre, différette, à le faire, repunir, j'entends ça, pour qui sont ces serpents. Et donc on devient fou avec Racine, on devient complètement fou. Donc la dernière chose, c'est qu'on ne peut ni le précéder quand on joue, là j'aurais pu vous en raconter encore des pages, on peut ni le précéder, ni être en retard. Le premier vers d'une tragédie, c'est comme si on passait sur un fil, le fil d'Ariane, et que si jamais on s'arrête, on détourne, Racine il s'en va. Parce que Racine il veut de toute façon qu'on l'aime jusqu'à en mourir. Donc si on détourne juste l'œil, vous ne m'écoutez pas, c'est pas la peine. Et à partir du moment où vous dites le premier vers, c'est comme disait Claudel, il faut perdre connaissance. C'est une... J'aurais pu, vers après vers, vous montrer comment le labyrinthe, elle perd connaissance, et lui avec. Et c'est cette écriture qui vous met dans un état à condition qu'on fasse la forme. Ça, c'est... voilà. Je finirai juste par quelque chose. À cette jeunesse, puisque vous êtes... Je dis toujours, arrêtez de penser Racine, Corneille, Molière. Corneille a 40 ans de plus que Racine, Molière 20 ans. Arrêtez de penser au vieux Racine boursouflé. Arrêtez, pensez au Racine de 17 ans. Et vous savez à qui me fait penser le Racine de 17 ans? À Rimbaud. Ils sont frères. Il y a quelque chose de fraternel entre eux. Et ce n'est pas pour rien que Rimbaud a écrit, après Racine, le jeu moisi. Je tiens, au nom de toutes et tous, à vous remercier pour ce témoignage vibrant de ce qui est vraiment une passion racinienne. Je crois que vous nous invitez à la partager et que vous dites aussi, que vous avez dit, ce qui, dans le secret de nos lectures, parfois nous étreint ou dans l'obscurité d'une salle de théâtre. Et je crois que c'est infiniment précieux. Ça explique aussi, me semble-t-il, au-delà de tous les intérêts intellectuels que cet auteur suscite, le nombre que nous sommes aujourd'hui. Alors, au nom de tous, encore infiniment merci. J'en profite, puisqu'il n'y a presque que de la jeunesse ici. Il faut jouer Racine, même si vous avez 17 ans, vous le jouerez bien. Et puis, à 75, à mon âge, vous comprendrez que vous ne savez rien sur Racine, mais vous le jouerez encore peut-être mieux, je ne sais pas. Mais jouez Racine, dites-le tout haut, et cherchez-le, lisez les universitaires, apprenez, cherchez partout ce qui peut vous aider, cherchez partout. Et vous allez voir, comme je dis toujours, on peut se réveiller avec un verre de Racine et on peut mourir avec un verre de Racine. Merci mille fois, nous nous retrouvons à 14h15.